Idriss, est-ce que vous suivez le traitement de cette intervention dans la presse internationale, par exemple le point de vue en Afrique? Alors oui, très bonne question, Colin Malfoy, parce que en fait, là ce que je vois déjà, c'est que la suppression de Russia Today des antennes françaises a fait pivoter les Russes vers l'Afrique. Donc maintenant, ce qu'on voit, c'est que Russia Today n'étant pas interdit en Afrique, bah maintenant, là, parce que moi, je suis Russia Today avec un VPN, évidemment. Donc je prends un VPN, je mets les serveurs en Russie ou en Algérie, et pif paf pouf, je tombe sur de l'information sur l'Afrique. Et je vois que, évidemment, là, les Russes vont sans doute vouloir faire chier. J'avais une très bonne question qui était les Russes en Afrique, j'avais dit ouais, ils s'en foutent un peu, en fait ils vont s'en foutre beaucoup moins maintenant. Et la présence du Wagner Group en Afrique, on peut s'attendre à ce qu'elle augmente. D'ailleurs, c'est pas pour rien que le Mali a utilisé le Wagner Group pour bien faire chier la France, parce que c'était un gros doigt à la France quand le Mali a utilisé le Wagner Group. Donc voilà, effectivement, très bonne question. Qui sont les vrais alliés de la Russie? Alors c'est assez facile, ce sont ceux qui ont soutenu la Russie dans l'attaque de l'Ukraine, donc c'est le Venezuela, c'est la Corée du Nord. Alors la Corée du Nord, ils jouent un double jeu, je vous ai dit que c'était possible aussi qu'ils aient envisagé de fournir l'arme atomique à l'Ukraine. Ils jouent un double jeu, cependant diplomatiquement, ils ont soutenu la Russie. Donc vous regardez une carte de tous les pays qui ont soutenu l'opération en Russie, et vous verrez l'Iran, le Venezuela, la Corée du Nord, donc ce que Bush avait appelé l'axe du mal, qui était en fait l'axe aussi qui payait ses transactions pétrolières en euros et pas en dollars. Donc évidemment, c'était des méchants. Mais voilà, la Russie a des alliés, mais la géopolitique russe, c'est toujours de considérer qu'elle n'a pas d'alliés. Les Russes considèrent que leur géopolitique, c'est « nous n'avons pas d'alliés ». Point. Et Poutine, il est totalement là-dedans. Alors, il sait quand même, en tant que bon stratège, utiliser des soutiens qu'il peut recevoir, mais le fondement de la géopolitique russe, c'est « nous n'avons pas d'alliés ». Point. Alors, tac. Y a-t-il des gens qui ont intérêt à ce que les bombes nucléaires explosent? Oui, il y a des fous. Il y a des fous, il y a des dingues. Il y a des généraux, il y a des gars qui pètent les plombs, qui se disent « allez… c'est comme le général Patton, que j'aime beaucoup. Enfin, lui, il avait dit « allez, on attaque la Russie juste après la Deuxième Guerre mondiale ». Il avait dit « c'est bon, gardez-moi les nazis, gardez-moi les divisions nazies, on attaque Moscou direct ». Et d'ailleurs, il y avait une opération, ça s'appelait Unthinkable, donc opération impensable, qui avait été pensée par Churchill. Et c'était d'attaquer la Russie juste après. Voilà, donc, il y a des gens qui pensent comme ça. Et MacArthur, par exemple, en Corée, il voulait vitrifier la Corée, il voulait transformer la Corée en parking. Et c'est là que Truman, qui est un des présidents les plus honnêtes de l'histoire contemporaine américaine, c'est lui qui a structuré l'idée que la frappe nucléaire devait passer par le président. Jamais pas. Et du coup, ça a structuré pour tous les pays, en fait. Parce que c'est lui qui l'a structuré, mais du coup, tous les pays l'ont imité. Parce que ça paraît évident aujourd'hui, mais en fait, c'est Truman qui a vraiment fixé ça. Et il y avait des généraux comme Douglas MacArthur, qui était fêlé, qui considéraient qu'il fallait que ce soit eux qui décident. Et Douglas MacArthur, il était chaud bouillant pour faire péter des bombes nucléaires en Corée, voilà, en toute tranquillité, alors que la Russie avait l'arme nucléaire depuis 53, sur 52, je ne sais plus. Il paraît que les drones turcs ont vraiment bien fonctionné sur les chars russes. C'est vrai ça? Bah oui, la réponse est oui. On est rentré dans l'ère des drones. Un char, alors plein de choses à savoir sur les chars russes, on ne va pas rentrer dans les détails, mais les chars russes sont petits, assez inconfortables. Vous prenez le poids d'un char Abrams, par exemple, c'est énorme par rapport au poids d'un char russe, c'est genre 60-80%, je crois. Du coup, évidemment, les chars russes sont plats. Ça, c'est le profil d'un char russe, c'est plat, sauf le T-14 Armata, donc, qui est fait pour être… parce que lui, la tourelle est vide de toute façon. Et ça a évidemment peu de blindage sur le dessus. C'est là que je voulais en venir. Le dessus d'un char, c'est sa partie la plus vulnérable. Même le dessous est mieux protégé, bien sûr, pour les explosifs improvisés. Or, il fait quoi un drone ou un javelin? Parce que en ce moment, c'est des javelins ukrainiens. Je vous ai dit, voilà, j'ai commencé ce live, et ça fait déjà 2h30 qu'on est ensemble. J'ai commencé ce live en vous disant, voilà, l'axe de ravitaillement le long du Dnipro pour aller attaquer Kiev est pas bon parce que vous êtes dans une zone boisée
Alors, les missiles Fire and Forget, les zones boisées, sont pas ce qu'il y a de mieux. C'est plutôt des NLAW, c'est des missiles à tir direct. Les missiles, donc Fire and Forget, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez tirer le missile et ne pas le guider. Alors qu'un Milan, par exemple, fabrication française, il faut le guider. Ou un RX aussi, fabrication française, très, très bonne arme, il faut le guider aussi. Ça veut dire que vous restez exposé. Même si c'est par caméra, vous restez exposé. Là, vous tirez votre missile Javelin, vous vous barrez. Et donc pour la guérilla, c'est juste parfait. Et le Javelin peut aussi abattre un hélicoptère. Donc c'est un problème. Maintenant, le drone, c'est encore mieux, parce que le missile Javelin, c'est 2000 km. 2000 mètres, pardon. 2000 mètres. 2000 mètres de portée, c'est beaucoup. Surtout pour une guérilla. Mais quand vous êtes dans une drone IA, vous avez une portée de 100 km. Donc voilà, votre drone, vous le lancez, il a 100 km de rayon d'action, faites quoi. Et il va frapper. D'abord, il sera beaucoup moins détectable au radar, il pourra voler bas. S'il est abattu, vous en contrebattez parce que vous en avez plein d'autres. Et il va attaquer le tank par le haut. Donc c'est un vrai problème.